Emma, en fait, elle est portée par un projet qui la dépasse, à savoir sauver tous les enfants du monde dans lequel elle vit. Et du coup, elle se pose même pas la question de est-ce que je suis à la hauteur. Enfin, ça lui arrive d'avoir des moments de doute, mais en fait, dès qu'elle reconnecte à sa mission de vie, enfin, sa mission du moment, en tout cas, qui est quand même proche de la mission de vie, en fait, elle se focalise juste sur trouver une solution. Bonjour à tous. Hello. Bonjour. Et bien sûr, Wallo s'est connecté avec un mauvais lien. Du coup, je l'ai pas dans mon truc. Ah, Non. Salut à tous. J'arrive. On était presque bon. On était presque bon. Est-ce que vous entendez après tout ce temps. Allez, tout ce temps, voilà. Bonjour à tous. Vous ne voyez pas Wallo, mais Wallo est bien avec nous. Vas-y, parle Wallo pour. Oui, Wallo non, est là. je m'excuse, pourtant je suis là, mais on va voir un petit peu. Tu m'envoies un petit message pour me donner le bon lien, parce que je pense être vraiment au bon endroit. Ouais. Mais a priori, non. Comment ça se fait que tu n'es pas au bon endroit? Parce que j'ai bien repris le lien que tu m'as donné tout à l'heure. Ah oui, non, mais voilà, ok. Donc c'est plus moi qui vais le changer. On va bientôt se voir. Ok. On va bientôt le voir. Alors vous, peut-être que pendant que vous gérez l'aspect technique, j'en profite bon, pour présenter Anaïs. C'est bon. Ah, c'est rapide. C'était rapide. Bonjour à tous. Bonjour. Bon bah alors, vous savez qu'est-ce qui se passe? Oui, pardon. Mais du coup, c'est mon cerveau qui a frisé. Donc, mais complètement. Même avec l'image, tu vois en même temps. Contente de vous retrouver pour cette la vraie première en fait, puisque c'est la première émission thématique. La thématique aujourd'hui, c'est la confiance en soi, et plus exactement, comment les mangas et les animés peuvent nous aider à prendre confiance en nous, ou à retrouver confiance en nous. Et pour cette émission, on accueille Anaïs, qui sera avec nous. Et Anaïs, toi, tu es... Donc Anaïs Bach, plus exactement, et tu es hypnothérapeute. Voilà, exactement. Moi, je suis coach, je suis thérapeute, donc j'utilise les outils d'hypnose et d'hypnothérapie en général dans mes coachings et dans mes thérapies. Moi, je suis spécialisée en psychologie jungienne, donc c'est, on pense un peu plus large. Je ne veux pas essayer de comparer ça. C'est une analyse un peu différente du psychologie de type freudienne. Donc voilà, on va utiliser tous les outils de la psychologie jungienne dont l'hypnothérapie fait partie pour assister mes clients, mes patients et les faire aller au top de leur forme et faire atteindre leur objectif au quotidien. Voilà. Et bien sûr, si tu es là, c'est aussi parce que tu lis aussi des mangas et tu as regardé aussi des dessins animés. J'adore ça. Bon, voilà. Et donc aujourd'hui, on parle de confiance en soi. Et d'ailleurs, est-ce que pour toi, c'est quoi la confiance en soi? Quelle définition tu donnerais? Alors, c'est une question super intéressante et je me suis rendu compte que finalement, on avait plein de façons de décrire la confiance en soi. Alors, ce que j'ai fait pour répondre à cette question, parce que on s'est rencontré avec Saël, elle m'a dit alors, comment tu définis cette confiance en soi? Donc, on a utilisé plein de grandes phrases pour essayer de la définir. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Google, comme tout le monde pourrait avoir tendance à faire pour définir quelque chose, et j'ai tapé confiance en soi. Donc, je vais vous lire les quelques petites définition que j'ai trouvée en premier lieu, parce que c'est là-dessus qu'on tombe en premier en France quand on tape confiance en soi sur Google. Le premier, c'est de psychologie.com qui nous dit « Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître, c'est croire en son potentiel et en ses capacités. » Ce qui est assez intéressant, là on parle du rapport qu'on a avec soi-même et de sa capacité à exprimer nos talents dans ce monde. Super. La deuxième que je trouve encore plus intéressante, qui vient de madines.com, dit « La confiance en soi, c'est avoir la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va nous arriver. C'est donc la capacité de se jeter dans l'action malgré les doutes. » Et ça, je trouve ça très intéressant, en fait, cette notion cette idée de venir se dépasser et de savoir que on va tous avoir des doutes, on est tous humains. Même les gens qui ont très confiance en eux,
On va toujours avoir des doutes. Mais pourquoi c'est important d'avoir des doutes? À chaque fois qu'on a un doute, c'est une opportunité pour être encore plus fort, pour se dépasser encore plus, pour améliorer davantage notre confiance en nous. Je pense qu'on va faire un peu le parallèle entre l'orgueil et la confiance en soi plus tard. L'intérêt du doute, c'est la possibilité de se développer davantage, c'est la possibilité de devenir encore plus fort et d'optimiser encore notre potentiel. Cette notion de potentiel, elle est hyper intéressante parce que vraiment, il y a ça, il y a notre plein potentiel et là, il y a notre capacité à le mettre en place, à l'investir et à se dépasser, à dépasser nos peurs, à dépasser nos doutes et à toujours mieux faire. Et je pense que cette progression, c'est ça l'estime de soi, c'est ça la confiance en soi, c'est d'être conscient qu'on peut mieux faire, qu'on a une capacité de se développer et c'est cette envie d'aller plus loin. Moi, j'aime bien voir ça comme un dynamisme qui nous aide à toujours aller de l'avant. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. C'est comme ça qu'on se développe, c'est comme ça qu'on grandit. Et j'aime beaucoup cette perspective-là. J'aime beaucoup inclure la notion du doute dans la confiance en soi. Mais justement, moi, j'aimerais bien inclure aussi le fait de se dire j'ai déjà réussi des choses. Parce que ça donne un socle, en fait. J'ai déjà réussi des choses dans le passé. Là, bon, bah, je traverse une période plus difficile, mais il y a quand même des choses qui marchent et je vais aller vers quelque chose. Je vais sortir de ma zone de confort et puis je vais évoluer, en fait. Exactement. C'est l'affirmation de ses capacités. C'est comment est-ce que j'investis mes talents, mes capacités propres dans ce monde-là. C'est prendre conscience qu'on est tous différents, prendre conscience de nos talents et parce qu'on sait pourquoi on est fait, quels sont nos domaines de compétences, bah, c'est parce qu'on sait ça qu'on est capable de les optimiser, de les mettre encore plus en avant. C'est assez intéressant parce que, par exemple, tu vois, je reviens sur cette notion de potentiel, par exemple. Souvent, à l'école, par exemple, on va dire, ah oui, cet élève a du potentiel, mais ne l'exploite pas. C'est pourri c'est hyper pourri comme remarque ça, parce qu'en effet, on a tous du potentiel, mais si on ne nous donne pas la clé pour l'exploiter, ce potentiel, il sert à rien. Et c'est comme ça qu'on va développer notre confiance, c'est par l'expérience, c'est en se rendant compte qu'on est capable de quelque chose. Cette prise de conscience-là, elle va nous permettre d'aller plus loin. Alors, ce qu'on aimerait, c'est qu'à l'école, on nous apprenne plus comment mettre en avant nos vrais talents, nos vrais potentiels pour évoluer. Moi, j'aimerais bien évoluer dans un système et dans un âge où l'école, elle sert à ça. L'école, les parents, l'éducation, ils soient là pour venir soutenir nos talents propres. Et ça, ce serait super parce qu'on évoluerait dans une société où on sait placer nos vrais talents, nos vraies passions, nos vrais désirs et évoluer dans ce pourquoi on est fait et pas s'acharner à une tâche pour laquelle on n'est pas forcément fait. Mettons qu'on est nul en maths et qu'on essaye d'être quand même ingénieur parce que c'est ce que papa et maman veulent, et ben on va jamais réussir. Comment est-ce qu'on veut avoir une confiance en nous lorsqu'on essaye de faire quelque chose pour lequel on n'est pas forcément fait ou pour lequel on galère, alors qu'on pourrait avoir des super talents en littérature, en philosophie, en art, quel que soit votre domaine de prédilection, tu vois. Et la confiance en soi, c'est ça, c'est être conscient de ses talents et les mettre au profit de notre évolution personnelle. Et là, on développe une vraie conscience de soi, une conscience de qu'est-ce que je peux donner au monde qui m'entoure. Et là, on commence à être à l'aise avec ses propres talents parce qu'on est au service de cette société qui nous entoure. Moi, je trouve ça intéressant de voir ça encore une fois, comme une dynamique. On a une question sur le chat. Est-ce que Springwood demande, faites-vous un lien entre la confiance en soi et la résilience? Alors, c'est une question qui est intéressante, ouais, parce que tu vois, c'est ce dont on est en train de parler justement, en effet. Cette résilience, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est se dire, de toute façon, je vais jamais y arriver, ou est-ce que c'est se dire, je diagnostique exactement quelles sont mes passions, mes désirs véritables, mes rêves, mes lieux de prédilection, et à la place de m'acharner à faire quelque chose pour lequel je ne suis pas fait, c'est choisir, comprendre ce pourquoi on est fait. Et c'est pas se dire oh non, j'y arriverai jamais parce que je suis pas assez fort. Quand on fait quelque chose pour lequel on est fait, quand on vient exploiter ses talents, la source de ses vrais désirs, de ses vraies passions, eh ben on est heureux en général. C'est s'acharner à une tâche pour laquelle on n'est pas faite qui nous rend malheureux. On se rend tous compte qu'une fois qu'on commence à toucher du doigt quelque chose qui nous passionne, qu'on adore, eh ben on n'est jamais dans l'ennui, on n'est jamais dans la dépression, on n'est jamais triste de faire ça. Donc la résilience, oui, c'est capable de se dire ah non, je me rends compte que je suis vraiment pas fait pour les maths par exemple, mais je suis fait pour autre chose. Cette résilience-là, pourquoi pas? Mais finalement, c'est vraiment aussi prendre conscience, et je pense qu'on va toucher une notion très très intéressante et primordiale dans la société
de nos jours en tout cas, c'est de se dire attention, quels sont mes vrais rêves dans ma vie? Pourquoi est-ce que je suis vraiment fait? Et je pense qu'on est dans une société, je suis persuadée même qu'on est dans une société qui met en avant tellement les rêves des autres, c'est-à-dire que ça peut être ceux de nos parents, de nos copains, mais aussi regardons sur Instagram toutes ces personnes ou sur tous les réseaux sociaux, toutes ces Les personnes influenceurs, tout ça. exactement, qui vivent un certain rêve. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vraiment leur rêve ou pas, on ne sait vraiment pas s'ils sont réellement heureux ou pas, mais qui vont mettre en avant des certains rêves. Et pour nous, c'est facile, comme on les voit tous les jours, c'est facile de s'associer à ça. Donc c'est faire attention, savoir est-ce que ça c'est le rêve de quelqu'un d'autre que j'admire ou est-ce que c'est le mien à moi. C'est facile de se dire oh je veux faire la même chose parce que ça a l'air chouette, elle a l'air heureuse cette personne. Et on commence à s'identifier au rêve de quelqu'un d'autre, comme on peut s'identifier au rêve des parents qui veulent que je devienne médecin, ingénieur, avocat, etc. Ce qui est intéressant, c'est faire ce travail de retour vers l'intérieur, de retour sur soi en disant pourquoi est-ce que je suis douée, qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie, quelles sont mes vraies passions, quels sont mes talents. Et comment est-ce que je peux exploiter ça pour vivre uniquement de ce que j'aime? Et une fois qu'on vit uniquement de ce qu'on aime, en général, on n'a pas besoin de résilience pour pour tirer un trait sur le reste, parce qu'on se rend compte que vraiment, c'est là qu'on veut se donner, c'est comme ça qu'on est heureux également. C'est en étant aligné avec ses désirs, ses passions, ses rêves propres, ses passions propres. J'ai un ami turc qui a mis en place quelque chose d'extraordinaire, qui a fait beaucoup de TED Talk là-dessus dans les années précédentes, qui lui, il a monté une boîte dont le seul objectif, c'était d'aller voir des jeunes en leur demandant « c'est quoi votre rêve à vous ?» Mais vraiment, votre rêve profond. En général, ils n'ont pas vraiment de réponse aux premiers abords, puis ils pensent un petit peu, puis ils arrivent avec des trucs fous. Et l'objectif de la boîte qu'il a créée, c'était les aider à réaliser leurs rêves. Pour une personne, c'était créer un album. Pour une personne, c'était aller faire du galop à cheval dans une prairie, etc. etc. Et ça, parfois, c'était des rêves qui étaient très simples à réaliser, à mettre en place. Et sa société, elle a fait réaliser plein de rêves. Et en réalisant ces rêves-là, même les plus petits, même les plus farfelus, on prend conscience de ce pourquoi on est fait. On prend conscience de ce qui nous donne l'envie de vivre cette vie, d'exister. Et quand on est aligné avec ça, on devient bon dans ce domaine. Tu vois, si tout d'un coup je me rends compte que j'aime les chevaux, donc je veux travailler là-dedans, ou que j'adore chanter, ou que j'adore travailler avec des artistes, tout d'un coup on va arrêter de vouloir être ingénieur et on va vivre de nos passions, et plus on vit de nos passions, plus on vit pour ce qu'on aime, plus on vit pour ce qu'on désire, réellement, ce dont on rêve, et en général plus on est bon, parce qu'on donne tout ce qu'on a, et c'est facile de donner tout ce qu'on a. Eh bien j'espère que Springboy, on a répondu à ta question. Hein. Et du coup, en fait, je pense qu'on pourrait même faire l'émission sans parler de manga, juste sur la thématique qu'est-ce que la confiance en soi. Mais en fait, à chaque fois que je relis mes notes et tout, je me dis, faut pas que je parle trop de ça, ou faut pas qu'on fasse des digressions, machin, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Ouais, du coup, on fera d'autres émissions probablement sur la confiance. Mais donc, quand on se base sur cette ou ces définitions, en réalité, quasiment tous les mangas peuvent parler de confiance en soi, quoi. Puisque on a un héros ou des héros qui sont confrontés à des challenges et des difficultés. Et s'ils se disent « Ah, c'est trop la merde, je rentre chez moi, ou je me cache, ou je fais rien », en fait, il n'y a pas d'histoire. Donc finalement, on observe des personnages qui évoluent et qui se cherchent, ou en tout cas, souvent dans les shonen, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Mais ils vont faire tout un cheminement qui va leur permettre d'évoluer et d'avancer vers leurs rêves. Et donc, on va pas tous les lister parce que sinon c'est ça. Mais j'aimerais que on se dise on donne chacun quelques exemples, parce que je pense que selon qui on est, nos parcours, nos sensibilités, la confiance en soi, c'est les mêmes personnages qui résonnent par rapport à nous. La confiance en soi, elle s'incarne pas de la même manière dans les dessins animés, en fait, ou les mangas. Et du coup, comme ça, sans trop réfléchir, je voulais qu'on se... on a réfléchi en vrai, mais la première fois qu'on en a parlé, l'idée, c'était de se dire, sans trop réfléchir, quand on dit confiance en soi, tu penses à quel personnage? Alors, et du coup...
Ouais, vas-y. On va faire parler Flavien et Wallo parce qu'ils Bah n'ont oui. pas parlé Ouais. jusqu'à Et juste euh, ouais, rapidement, ça y est, tu lags un tout petit peu au niveau de la Ouais. caméra, mais au Ah, niveau du son, c'est très bien, mais au niveau de la caméra, tu lags un peu. Voilà. ouais, Euh, attends, bah, peut-être si je ferme Twitch. ouais, ce sera beaucoup plus simple. Ouais, Voilà, tac, comme ça, voilà. les gens pourront te voir et t'apprécier. Voilà, mais moi, je pourrais pas voir les questions. Ben, je Donc, les dirai les questions. ok. Fabien. Oui, Donc, alors oui, ok. donc, Moi, la question, c'est est-ce que moi, il y a des personnages qui ont réveillé, si on me dit confiance en soi et ouais. manga animé, Et manga, tu penses à qui? si je pense à qui ben moi, je pense à différents personnages que je vais vous mettre tout de suite une fois que je vais trouver mes persos que j'avais préparés. Moi, en fait, en gros, mon premier personnage que j'ai beaucoup aimé et c'était à l'adolescence, c'est quand je suis revenu dans le manga. Quand j'ai relu les mangas, c'est le premier personnage que j'ai vraiment qui m'a donné vraiment confiance en moi. C'est, je vais vous le mettre tout de suite. C'était pas lui du tout. Voilà. Aujourd'hui, la technique, c'est Voilà, pour faire. c'était pas ça du tout. Voilà, hop, je le fais un peu à l'arrache. Tac, voilà, c'est lui. Je sais pas si vous le Que connaissez. je ne vois pas, donc, Ah oui, que tu ne c'est vois qui? pas, c'est Ishitaka Seto dans Aisu. En fait, en gros, dans Aisu de Masakazu Katsura, Ishitaka, en fait, c'est un jeune adolescent qui a 13-14 ans. Et en fait, on suit un peu son aventure son aventure un peu amoureuse et ce qui fait aussi de lui un jeune homme. Et il y a toutes ses pensées à l'intérieur. Et c'est un gars qui manque cruellement de confiance en lui pour déclarer sa flamme à son amoureuse Yoshizuki Yori. Et en fait, en gros, quand j'ai lu ce manga, pour moi, c'était ah ouais, mais moi je suis comme lui. Je manque de confiance en moi pour être qui je suis. Et tout le manga, en fait, c'est un peu ce processus d'être, libère-toi de tes peurs et sois ce que tu es aussi, quoi. Trouve au moins ta passion dedans et sois aussi, sois ce que tu es. Et le deuxième personnage qui m'a fait aussi avancer on va dire, dans ce cheminement, c'est un autre personnage un peu dans cette veine-là aussi, qui est assez rigolo. C'est bien parce qu'en fait, on voit directement ce que je vous montre. Tuc. Sauf Euh, moi. Sauf toi. Tac, c'est lui. C'est Ketaro dans Lovina. Ce personnage un peu bouffon, un peu rigolo aussi dans Lovina, qui en fait, qui, si on reprend le contexte, Kanaka Matsu a écrit Lovina il y a assez longtemps, au début des années 80, fin 90. Et Ketaro Hiroshima est un jeune adulte qui loupe un peu tous ses concours pour entrer dans les écoles à Todai. Et il intègre une maison où il y a plein de filles, voilà, et il devient un peu le gardien de cette maison-là. Et grâce en fait, aux filles qui l'entourent, en fait, il reprend confiance en lui. Et petit à petit, en fait, il se découvre en fait, que ce n'est pas qu'un loser, qu'il a aussi des grandes facultés, qu'il est passionné par l'archéologie, qu'il est aussi d'une grande aide pour les autres. Et en fait, il va se découvrir par les autres. Et en faisant ça, il grandit, il grandit, il grandit. Et le dernier personnage, là, c'est beaucoup plus récent, cette fois-ci. C'est le personnage de... Hop, je le mets tout de suite. Ce dernier personnage-là, qui est là, c'est dans Blue Period. C'est un des personnages récents. Je voulais prendre des personnages anciens et récents. Ce personnage-là, en fait, il est dans Blue Period. J'ai plus le nom en tête, comme voilà, c'est m'est sorti de la tête là. Mais en gros, c'est pareil. C'est un lycéen qui sait pas trop où il est. Il a pas trop, pareil, confiance en lui. Et en fait, il voit une peinture et tout de suite, en fait, il dit OK, moi, ce que je vais faire, c'est de la peinture. Et comment il va faire pour faire de la peinture alors qu'il est vraiment nul? Et ben en fait, il va passer par un apprentissage technique et aussi organique pour apprendre la peinture. Et c'est pareil, c'est en gros pour moi à chaque fois que je lis Blue Period, j'ai aussi ce truc-là, c'est il n'y a pas que les autres qui peuvent nous aider, nous aussi on peut s'aider nous-mêmes à avoir confiance en nous et on peut réaliser nos rêves. Du coup, c'est un peu ces trois personnages-là qui fondent pour moi la confiance en moi. D'accord. Wow. Donc en fait, c'est pas, la réponse que tu apportes, c'est pas vraiment
quel personnage incarne la confiance en soi, c'est plus comment ça résonne en toi par rapport à ton cheminement, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Donc, tu réponds à côté de ma question. Non. Ah, ça veut Bon, préparer. Mais en tout cas, ces trois personnages-là, en fait, pour moi, c'est ça. Quand tu dis confiance en soi, moi, j'ai ces personnages qui arrivent dans ma tête. Ça répond? D'accord. Ouais, en fait, ça t'as anticipé par rapport à des rôles que j'avais prévus, mais c'est pas grave. On On va y reviendra revenir, dessus. alors. Tout simplement. Non, mais par rapport à un autre truc, j'ai d'autres personnages aussi en tête, mais c'est pour plus tard. Ok. Ok. Et du coup, bon bah Wallo, toi, tu réponds comment à cette question? Alors, comment je réponds à la question des persos qui m'ont donné confiance en soi, qui m'ont donné confiance en moi? Je les ai vus, tout de suite, j'ai identifié, j'ai fait ah ouais, ça me parle, ça me donne confiance en moi. Quand on a quand même réfléchi au sujet, les premiers qui me revenaient en tête au départ, c'est dans anciens animés et dans un animé récent, mais on n'a pas les visuels. Donc je vais quand même citer d'abord un animé récent. Va les mimer. Voilà. C'est pas mal ça. Quoi, tu m'as pas donné les visuels? Ouais. Non, mais parce que là, c'est dans le fil de la conversation, du coup, ça m'est revenu. En fait, dans les animés récents, c'est dans My Hero Academia, c'est le personnage de All Might qui inspire la confiance en moi par rapport à son âge et surtout dans la notion de transmission vis-à-vis des plus jeunes. Moi aujourd'hui, je suis je sais pas si All Might est quarantenaire véritablement dans My Hero Academia, mais cette notion de transmission qu'il a, cette responsabilité, je m'y retrouve complètement. Et je dis, ok, il y a des moments où je me suis posé des questions sur ce que je savais, les capacités que j'avais développées, et qu'est-ce que je devais en faire, tout simplement. Et tout d'un coup, je regarde cet animé, je me dis, bah écoute, la réponse, tu l'as là, tu la connais déjà, mais tout d'un coup, voilà, j'ai un perso qui incarne la confiance dont moi j'ai besoin pour transmettre ce que je sais, tout simplement. Voilà. Et donc, ok, là, ça le valide. All Might, pour moi, c'est pour ça que j'aime cette série, plus que pour les persos principaux, c'est l'un des personnages que j'aime le plus parce que il a des questionnements d'adultes et dans le rapport à la transmission. Après moi, il y a qui et qu'est-ce que je dois transmettre et comment. Et c'est des vrais questionnements d'adultes. Alors après, bien sûr, il y a le côté un peu con, un peu perdu et compagnie. Mais véritablement, c'est ça, moi, qui me parle. Je me dis, ok, bon bah voilà, là, tu as un modèle. Serre-t'en, te prends pas la tête, serre-toi de ce modèle. Pour les anciens mangas, le personnage, et là j'ai les visuels, donc tant mieux, c'est dans le manga Rookies. Rookies, donc c'est un manga qui est sorti à la fin des années 90 au Japon et qui a été publié également en France entre plutôt début des années 2000 et qui est centré sur un personnage principal qui est Kawato, un professeur, et dont le rêve, justement, pour faire le lien avec ce qu'Anaïs a dit tout à l'heure, c'était génial, ça rejoint complètement ce que tu as décrit de ton ami turc, et dont le rêve, en fait, c'est de voir les yeux briller de ses élèves en leur demandant de faire battre leur cœur avec un rêve, parce que leur avenir sera radieux. Donc là, c'est une citation en plus de Basho, qui est un poète japonais, en tout cas connu au Japon. Moi, je ne connaissais pas. Et ce personnage-là, justement, de Kawato, et je m'en suis beaucoup imprégné, alors même si j'avais déjà en moi toutes ces notions-là, je me suis imprégné de Kawato, de son dynamisme, de ce côté justement, même si j'ai des doutes, j'y vais, j'avance, j'ai confiance dans ce en quoi je crois. Les rêves, c'est important, vous devez les développer, on doit les développer les chez les autres, et ça ne doit jamais être moqué. Voilà. Et si on se moque d'un rêve, alors lui, il est au taquet. Non, un rêve, c'est quelque chose qui doit être défendu. Et c'est cette confiance en lui qu'il a, malgré tous les déboires qu'il rencontre, j'ai fait, mais voilà, c'est ça. Parce que c'est les difficultés que lui rencontre, je les ai rencontrées à plusieurs reprises, et je ne vais pas vous le cacher, plusieurs fois j'ai baissé les bras, très honnêtement, plusieurs fois j'ai baissé les bras. Même avant juste cette émission, bah, pour moi c'est arrivé comme un ah, superbe, donc allons-y. Et Kawato, dans son rapport avec ses élèves, donc pour la petite histoire, il reprend en main une équipe de baseball laissée à l'abandon. Et il va redonner du souffle à cette équipe. Il va prendre en considération chez chaque joueur un petit peu ce qui l'anime, et il va redonner du souffle à l'ensemble de cette équipe. Et sa position, je me dis, ouais, voilà,
Ok, avoir confiance en soi, c'est ça. C'est en ça que ça va parler. Qu'est-ce que je suis sorti des rails, ça y est, où je suis resté dedans. Un petit peu au début, mais ça t'a rapproché après avec Rookies. Ça vient. C'est pas une compétition. Parce que de toute façon, on rebouclera là-dessus par rapport à comment on se sert des personnages qui émanent la confiance en eux et comment ça peut nous aider en fait dans notre vie à nous humains. Et donc voilà, c'est de toute façon, tant qu'on parle de confiance en nous, en soi, on n'est pas vraiment hors sujet. Je charriais Flavien tout à l'heure. Et du coup, je vais faire un truc un peu impoli, c'est-à-dire que je vais répondre à ma propre question avant Anaïs. Mais c'est parce qu'on s'est calé avant. Et en fait, moi, ma réponse à ma propre question de quel personnage, sans trop réfléchir, incarne à mes yeux la confiance en soi, moi j'ai pensé direct à Aral de Dr. Slump. Et en fait, ça renvoie aux enfants finalement qui se posent même pas la question de l'image qu'ils vont donner ou qui se posent pas de questions en fait. Juste ils sont dans le moment présent et ils sont dans le kiff quoi et ils font leur truc. Et en fait, Aral, c'est ça. C'est un peu l'archétype de l'enfant. On reparlera un peu d'archétype tout à l'heure. Mais voilà, pour moi, cette énergie-là, c'est quelque chose qui est très proche de ce que je perçois dans la confiance. Et après, comme personnage plus récent, il y a aussi Emma dans The Promised Neverland. Et là, je raccroche aussi par rapport à ce que disait Anaïs dans la définition de la confiance en soi, et puis aussi ce que tu disais, Wallo, sur le personnage qui t'a inspiré là, dans Rookies. C'est que Emma, en fait, elle est portée par un projet qui la dépasse, à savoir sauver tous les enfants du monde dans lequel elle vit. Et du coup, elle ne se pose même pas la question de est-ce que je suis à la hauteur ? Enfin, ça lui arrive d'avoir des moments de doute, mais en fait, dès qu'elle reconnecte à sa mission de vie, enfin sa mission du moment, en tout cas, qui est quand même proche de la mission de vie, elle se focalise juste sur trouver une solution, quoi. Et en fait, finalement, elle est dans une dynamique qui transcende le fait d'avoir confiance en soi ou pas. Et du coup, ça me parle aussi beaucoup. C'est quelque chose que je trouve beau, quoi. Et dans le même manga, il y a un autre personnage, Norman, qui a aussi une forte confiance en lui, parce qu'il fait partie des meilleurs aussi, hein, et il a des capacités intellectuelles de dingue, et bon, il le sait. Et lui aussi veut sortir du monde dans lequel ils vivent, mais d'une autre manière. Il a vraiment une autre façon d'appréhender ce monde et de voir le changement. Et du coup, c'est une confiance en soi qui me séduit moins, mais c'est quand même aussi de la confiance en soi. Voilà. Et donc, je pense que avec tous les personnages de manga, enfin, qui existent dans les mangas et les animés, chacun peut trouver, en fonction de là où il est dans sa vie, des passages de manga ou d'animé ou des personnages qui résonnent et qui viennent apporter du fuel, quoi, ou pas forcément des réponses, mais au moins de l'inspiration ou de la bonne énergie, quoi, de quelqu'un, enfin un personnage dont on se dit peut-être que je pourrais m'en inspirer, peut-être qu'il pourrait m'aider. Et du coup, bon voilà, ça j'anticipe un petit peu sur ce dont on parlera tout à l'heure. Et toi, Anaïs, pour toi, toi aussi t'anticipes. Ouais, voilà. En fait, on a tellement hâte de parler de répondre à la question qu'on anticipe. Mais c'est aussi important qu'on parle des archétypes. Et du coup, je voulais que tu nous parles des personnages qui, pour toi, incarnent la confiance. Avant que tu répondes, juste, il y a Springo qui dit, au risque d'être un peu hors sujet, j'aime beaucoup Vegeta. Je ne lis pas la suite. Je ne lis pas la suite, Springo, parce qu'en fait, on va y revenir sur Vegeta
après. Du coup, je relirai ce que tu as marqué après. Ouais. Parce qu'on va évidemment y revenir sur Vegeta. Vas-y, Anaïs. C'est hyper intéressant comme parallèle parce qu'en effet, on va atterrir dessus très vite. Et de toute façon, je trouve que ta question, ça y est, elle nous emmène forcément à parler de personnages auxquels on s'identifie, quoi, parce que qu'est-ce qui appelle la confiance en soi? Qu'est-ce qui pour nous appelle la confiance en soi? C'est la même chose qu'on va voir en eux, c'est ce qu'ils nous font ressentir finalement, c'est un miroir de ça. Donc en fait, tu crées des super ponts vers la suite de ton émission. Et ce que je trouve très intéressant dans cette question-là, c'est qu'en fait, moi, quand je réfléchis peut-être de ma perspective, où je travaille tous les jours sur cette question-là, finalement, tout le monde vient me voir. La raison pour laquelle on va voir un thérapeute, c'est pas parce qu'on a un problème, c'est parce qu'on veut atteindre l'excellence du soi, on veut atteindre la version de soi-même qui est sage, qui est idéale, qui est posée et qui n'a plus peur face au doute, finalement. Quelle que soit la raison de la problématique initiale, c'est là qu'on veut atterrir. Ça, c'est intéressant. Quelle que soit la problématique de départ. On veut plus avoir de peur et on veut pouvoir faire face au doute. Je dis pas ne plus avoir de doute. Encore une fois, le doute, c'est hyper important. Et en prenant ça en considération, tous les héros de tous les mangas que j'ai pu voir ou lire tombent au cœur de cette problématique-là. C'est une problématique qui est la guideline, qui est la ligne rouge, le fil rouge de tous les mangas que j'ai pu lire et explorer jusqu'à présent. C'est là où je les trouve très très intéressants. C'est que finalement, la question toujours, c'est comment est-ce que j'évolue? Comment l'évolution, elle apparaît dans la force du personnage qui évolue. Moi, je trouve que l'exemple... Alors moi, j'ai grandi avec 4 frères. Donc moi, j'ai grandi à coup de Dragon Ball Z, de Naruto, puis ensuite de Hunter x Hunter parce que je suis devenue pote avec Flavien. Mais... Donc voilà, moi j'ai surtout ces références-là, les 3 majeurs. C'est mes trois références majeures, je dirais. Et cette question de confiance en soi, elle est là en permanence. C'est-à-dire que le personnage évolue et c'est à chaque fois parce qu'il va faire face aux doutes que ça devient une chance d'évoluer, ou parce qu'il fait l'expérience de quelque chose et il se dit il faut que je devienne plus fort pour atteindre mon objectif, ou parce qu'il va croiser la route d'un sage qui va être un guide quelque part et qui va l'aider à aller au-delà de ce doute-là. Alors, quand on me dit quel personnage, je me dis, mince, comment est-ce que je peux choisir? Parce que finalement, tous les héros et tous les personnages à tendance héroïque dans tous les mangas, c'est ça qui devient intéressant chez eux, c'est leur évolution, c'est l'évolution de leur confiance en eux qui les fait devenir plus forts, jusqu'au moment où ils incarnent eux-mêmes cet idéal de sagesse. C'est là on atteint la question des archétypes sur laquelle on va atterrir. C'est qu'est-ce que c'est que ce sage-là? Finalement, c'est quelqu'un qui pense avec la plus belle version de soi, avec le soi idéal, et qui est capable de faire face aux doutes sans avoir peur. Qu'est-ce que c'est qu'un archétype? Un archétype, c'est un ensemble d'égrégores. Donc les égrégores, c'est des pensées. C'est un ensemble de pensées qui font partie du conscient collectif et qui nous présentent un idéal, un moule d'être. C'est-à-dire qu'on a trois grands archétypes, pour donner un exemple, 3 grands archétypes qui vont diriger, qui vont encadrer le conscient humain. C'est l'archétype de l'homme, de la femme, de l'enfant. Le féminin, le masculin, l'enfant intérieur. C'est les 3 premiers archétypes, c'est les 3 premières choses auxquelles on pense quand on pense à l'humain et qui vient encadrer notre conscient collectif. Il y en a plein d'autres. Il y a le sage, il y a le critique. C'est tous ces extrêmes d'être qui font tous partie de nous et qui vont mettre en place notre système de croyances, qui vont encadrer les symboles de nos vies. Voilà, c'est 10. Et le symbole, c'est un sous-groupe des archétypes. Le symbole, on en connaît plein des symboles. La colombe pour la paix, le laurier pour l'honneur et pour la personne qui dirige, etc. La victoire. Donc on en a plein des symboles comme ça. Alors les archétypes, on les voit vachement, ils sont personnifiés dans les mangas de façon très très claire. On a l'archétype du héros qui évolue en direction de la sagesse. On a le sage qui est déjà arrivé là. On a le méchant qui est en pleine crise d'orgueil. Alors là, on peut parler des méchants et de Vegeta, par exemple. Ça va être très, très intéressant. Et voilà. Donc, on a tous ces personnages vont représenter ces moules archétypiques qui font tous partie de nous et avec lesquels on va évoluer au quotidien. Que ce soit l'archétype du sage, de l'orgueil, du critique, de
l'enfant intérieur, donc du personnage principal qui va évoluer, du héros qui évolue au quotidien. Donc voilà. Alors, est-ce que je perds le fil de mes pensées peut-être un petit peu. Mais du coup, en fait, c'est parce qu'il y a ces archétypes que finalement, des œuvres, ces mangas qui à la base ont été créés pour un public japonais, résonnent ailleurs, quoi. Que Pour tout le monde, parce qu'on est humain, on arrive à exactement ça. s'identifier à ça, quoi. C'est exactement ça. Pourquoi ? Parce que ces archétypes-là, depuis la nuit des temps, ils font partie de notre conscient collectif. C'est parce que l'humain, la race globale de l'être humain, tous les êtres humains de cette planète, on a grandi avec cette conscience qui se mettait en place. La conscience de ces extrêmes, de ces moules, c'est plus fort que nous. Ça fait déjà partie de notre conscient de notre conscience au moment où on est. C'est pas parce qu'on est éduqué d'une certaine manière, c'est pas parce qu'on évolue dans une certaine société, c'est aussi ça, mais ça fait déjà partie de nous, c'est dans nos gènes, parce que c'est comme ça qu'on évalue et qu'on comprend la société qui nous entoure et les personnes qui nous entourent depuis la nuit des temps. Ça fait partie du conscient collectif. C'est quelque chose, c'est une donnée qui est déjà là, qui est innée. Alors pourquoi est-ce que c'est hyper intéressant dans les mangas ? C'est parce que tous ces archétypes, ces grands archétypes-là qui nous permettent d'évoluer, qui nous font comprendre le monde, sont personnifiés dans leurs extrêmes. Donc on a toujours encore une fois cette figure de sage, du héros, du méchant qui est en crise d'orgueil. Alors pourquoi est-ce que s'ils sont intéressants, ces héros qui sont en pleine crise, ces héros et ces méchants qui sont en pleine crise d'orgueil ? C'est parce qu'ils font la différence entre la personne qui travaille sur sa confiance en soi, qui évolue vers la sagesse, et la personne qui pense qu'elle a confiance en elle, qui fait un péché d'orgueil, qui est en excès d'orgueil et qui finit par trébucher parce que justement elle ne considère pas l'autre et elle n'entre pas dans le processus du doute. Donc elle ne se donne pas la chance d'évoluer et de comprendre de ses erreurs. C'est ça le méchant finalement, c'est ça le méchant dans les mangas en général, c'est cet archétype de l'orgueil qui est personnifié ici, qui pense qu'il y a une opinion très avantageuse de sa personne, en général exagérée et en général aux dépens d'autrui. Ça veut dire qu'elle ne va pas voir la valeur des personnes qui sont en face, elle oublie ça, elle oublie d'analyser, de comprendre ce qu'il y a en face. Donc du coup, on pense qu'on est le meilleur, on se bat, au début on est peut-être le meilleur, on ne se rend pas compte que la personne en face évolue et on finit par tomber. Et ça c'est l'orgueilleux, c'est la différence entre l'orgueil et la personne qui a confiance en elle et qui se dit j'ai potentiellement besoin d'évoluer. Ah là peut-être là j'ai un doute sur ma compétence ou je me rends compte que je suis pas à la hauteur, donc je vais travailler, je vais chercher la façon d'évoluer pour dépasser ce doute, pour dépasser cette difficulté et atteindre un plus haut potentiel de moi-même. Ouais, en fait, c'est assez. Je pense que c'est assez difficile de s'auto, par exemple, de s'auto, pas critiquer, mais de s'auto-diagnostiquer, entre guillemets, quand on se dit, ah bah moi j'ai confiance en moi par rapport à un truc. Et comment on peut faire la différence entre un moment où on a confiance en soi et c'est cool, et un moment où on va tomber dans l'orgueil et où l'excès de confiance. Alors, est-ce que ça peut être un excès de confiance, qu'est-ce qu'on avait parlé de excès d'ego ? Excès d'ego, ouais. Si, c'est un excès d'ego. Ouais. Alors, qu'est-ce que serait l'inverse de l'orgueil ? J'imagine que ça, ce serait la fierté. Donc, la fierté, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que c'est différent de l'orgueil ? Et parfois, on a un stigma sur le terme de fierté, mais qui est pas bien placé. Parce que la fierté, qu'est-ce que c'est ? C'est être conscient de ce qu'on vaut et de sa capacité d'évoluer, sans avoir forcément besoin de se mesurer autrui, ni de le rabaisser. C'est-à-dire être dans la considération de l'autre et le prendre comme un professeur potentiel sur le rythme, dans le rythme de sa vie. Et c'est cette humilité-là qui nous fait prendre conscience que nous, si tu as confiance, si tu sais ce que tu vaux et que tu cherches toujours à évoluer et que tu respectes l'autre pour ses qualités et que tu vois en eux un professeur potentiel. Alors je dis pas qu'on veut choisir tout le monde comme professeur, mais il y a toujours ces éléments, ces personnes dans nos vies qui sont différents de nous, et parce qu'ils sont différents, ils ont potentiellement quelque chose à apprendre. Et là, un professeur, je me permets de te couper, un professeur, c'est pas forcément un mentor, c'est pas quelqu'un forcément qu'on va suivre, mais quelqu'un qui nous challenge. Et en fait, on se dit et juste... ça peut être tout le monde. Ça peut être l'enfant de 5 ans, comme ça peut être le vieillard, comme ça peut être le voisin qu'on déteste, finalement. Tu sais, exactement. Ça peut être complètement... C'est tout le monde. C'est-à-dire que cette capacité de changer de casquette
et de se mettre en casquette de l'étudiant pour se dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce monde, comment est-ce que je peux m'améliorer, c'est ça la véritable confiance. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un d'autre a une qualité que nous, ça rabaisse notre valeur à nous. Et c'est là, on sait qu'on est au moins en route vers cette confiance-là, c'est de comprendre cette capacité d'évoluer sans avoir besoin de se mesurer à l'autre. Alors en effet, il faut une certaine confiance déjà pour arrêter de se mesurer sans cesse à l'autre. Mais ne serait-ce que prendre conscience que en voyant l'autre pour ce qu'il est et en sachant que je peux apprendre de l'autre, c'est déjà évoluer. C'est-à-dire voir l'autre comme une opportunité et pas comme un adversaire. Voir l'autre comme une opportunité d'évoluer. Et ça, c'est ce qui se passe beaucoup dans les mangas, c'est-à-dire que ce soit une situation ou un méchant ou une personne, c'est prendre conscience que ces événements-là nous permettent d'évoluer. On avait pris, une fois, on avait échangé ensemble, on avait pris cet exemple de la porte dans Hunter x Hunter. On avait cette image à un moment, tu sais, quand on entre dans la propriété de la famille de Killua, à un moment, je pense que c'est dans la 2e saison, enfin bref, à un moment donné, il y a toute cette bande qui essaye d'ouvrir cette porte qui est énorme et qui est super lourde. Et au début, ils essayent de l'ouvrir. Gon, donc qui est le héros, le personnage principal, essaye d'ouvrir cette porte et c'est hyper dur et il n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il s'entraîne, il revient, il ouvre la porte. C'est-à-dire que cet événement-là lui a insufflé l'idée qu'il n'était pas à la hauteur, mais qu'il pouvait le faire et qu'il fallait travailler pour y arriver. Alors c'est intéressant parce que Gon, il a une mentalité de gagnant. Il se trouve que dans notre société actuelle, on n'a pas tous forcément né avec cette mentalité-là. Ça ne veut pas dire que c'est génétique, ça peut être dû à notre éducation, à une croyance qui se transmet de génération en génération dans notre famille, à énormément de choses. C'est-à-dire on estime qu'il y a, il me semble que 20% de la population qui a cet esprit de gagnant, de battant, un peu inné, de se dire « Ah super, ce challenge me donne l'opportunité d'évoluer ». C'est pas tout le monde qui est né comme ça et qui a ça de façon innée. Mais tout le monde peut y arriver. C'est-à-dire que rien qu'en se posant cette question-là et qu'en aujourd'hui, avec nous, là, maintenant, de prendre conscience que peut-être que moi, j'ai pas cette qualité-là, mais que je peux y arriver, c'est déjà être en train de changer. C'est-à-dire de prendre conscience que, est-ce que moi, quand je suis face à un challenge, est-ce que je me dis, tiens, super, ce challenge, j'ai l'opportunité de peut-être ne pas réussir, mais quel que soit l'issue de cette problématique, quelle que soit l'issue de ce challenge, je vais évoluer. Des personnes qui pensent comme ça, disent super, challengez-moi, je vais évoluer, je vais devenir plus fort. Et il y a 80% de la population à peu près qui se dit ça fait peur, j'y vais pas. Alors si on se diagnostique comme tel, et moi je faisais partie de cette catégorie de personnes, comme la plupart d'entre nous, et ben on se dit ah mince, peut-être que c'est là le problème. Peut-être qu'à la place de penser j'ai peur, peut-être que cette fois-ci je vais me jeter à l'eau. Quand on jette à l'eau une fois, peut-être qu'on va tomber, peut-être qu'on va réussir. Et qu'on le fasse une fois, ça nous prouve qu'on est capable de le faire, et qu'on tombe et qu'on se redresse, ou qu'on réussisse, on est capable de se relever, d'évoluer. Donc ça, c'est toujours une bonne idée que de se dire « Ah ouais, je faisais partie de cette catégorie de population, mais je sais que tout le monde a la capacité de prendre ça comme un challenge et d'évoluer. Donc moi, aujourd'hui, je décide de me jeter à l'eau. Je décide de faire un pas en avant. Alors, on peut le faire tout seul, on peut le faire accompagné d'un thérapeute ou autre. Mais cet exemple des personnages de manga, par exemple, elle est super parce qu'elle nous donne plein d'idées de réussite. Elle nous fait comprendre la petite chose en plus qui, cet optimisme-là qui nous dit peut-être que je vais y arriver. Alors, où on y arrive tout seul, on se dit je vais y aller, je vais travailler et je vais réussir. Ou et ça arrive beaucoup dans les mangas aussi, où on est désespéré et on se dit je vais pas y arriver, et là hop, super, dans les mangas il y a toujours un sage, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà compris la difficulté, qui arrive et qui nous fait comprendre qu'il y a toujours un espoir, il faut toujours y aller, il y a toujours une opportunité d'évoluer. Donc ça peut être l'image du thérapeute, tu vois, le thérapeute il incarne le sage dans la vie réelle, c'est celui qui va dire ok, prenons le problème d'une autre façon, et on va comprendre ensemble que pour de vrai, on peut toujours y arriver. Cette figure du sage, on y arrive par exemple, je sais que moi je me souviens des Dragon Ball, on voit l'évolution de Sangoku par exemple, et à la fin il est vachement plus posé, avec l'expérience il a appris beaucoup, et c'est lui qui va encadrer, qui va apparaître comme l'image du sage pour les générations d'en dessous, et ça je trouve ça hyper intéressant comme évolution du personnage. On a un personnage qui était très jeune, qui a eu beaucoup de crises de foi, de soi, et de crises de doute,
Et parce qu'il a eu toutes ces crises-là, il a évolué en un personnage beaucoup plus posé et qui n'a plus peur des challenges, qui n'a plus peur de douter. Et dans toute situation, presque toutes les situations, en tout cas à chaque fois, c'est pas grave, c'est encore une opportunité d'évoluer, mais dans la plupart des situations, il réussit à rester ce personnage sage et ancré, qui sait prendre toute situation comme une opportunité d'évolution. Super. En fait, on se laisse porter, tu parles tellement bien, qu'on se laisse porter par ce que tu nous racontes. Mais j'aimerais qu'on reparle des méchants. Parce que, en fait, on a rapidement parlé des méchants, parce que, bon, il y a bien sûr, il y a Vegeta qui est arrivé dans la conversation, dans les brainstorming, et on se disait que souvent, les méchants, ils ont l'air ce qu'on appelle alignés, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine cohérence, qu'ils croient dans leur truc, et en fait, ça leur donne un certain charisme. Et du coup, on se dit, est-ce que ces méchants, est-ce que ils ont confiance en eux, ou est-ce que justement ils sont dans l'orgueil, ce dont on parlait tout à l'heure, est-ce que et est-ce qu'il y a certains méchants qui sont plus intéressants que d'autres parce qu'à un moment ils sont touchés par le doute, et dans ces moments-là, est-ce qu'ils évoluent? Donc voilà, moi, je fais un résumé de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres en amont. Et en tout cas, on s'est dit, il faut absolument qu'on parle des méchants dans cette émission. C'est un sujet hyper intéressant, ouais. Mais du coup, j'en profite pour dire ce qu'a dit Springouille par rapport à Vegeta. Oui. Vegeta qui était un méchant au début, comme ça va lancer aussi. Du coup, je relis ce qu'elle a dit. La réussite est une notion... Ah non, c'était... Alors, il y a plusieurs trucs qu'elle a dit. Je vais redire sur ce qu'elle a dit sur Vegeta déjà. Au risque d'attraper hors sujet, j'aime beaucoup Vegeta. Comme on ne le connaît pas au début, il semble avoir beaucoup confiance en lui. Il est même imbu de sa personne. Mais je trouve que c'est justement l'un des personnages qui évolue le plus, parce qu'il vit plein d'échecs, alors il doit souvent se remettre en question. Il est tout le temps dans l'ombre de Goku, mais il a réussi à se dépasser. Et ça, au final, c'est apprécier lui-même. Et ça, au final, et à s'apprécier lui-même pour ce qu'il vaut. Et super. Voilà. Et elle a répondu aussi, la réussite est une notion personnelle à mon sens. L'erreur est de penser que c'est une norme, et donc il existe un type de réussite. Se marier, avoir un super job, une maison, etc. Mais en fait, à chaque personne son parcours et sa réussite. Mais pas facile de réussir à se débarrasser de la pression de la réussite. Voilà. Très bien, tu avais évoqué justement, quand on avait fait nos brainstorming également avec ça, et justement, c'est à travers toi qu'était ressortie cette notion du méchant qui a confiance en lui. Et j'aimerais toi que tu reviennes un petit peu dessus sur ceux que tu avais identifiés dans les mangas où ça a pu éventuellement t'inspirer. Parce que moi, je sais que certains méchants, et je le développerai plus tard, ont été des sources d'inspiration justement par rapport à cette forme de confiance en eux qu'ils avaient. En fait, pour revenir sur ce qu'a dit Springouille et aussi sur ta question, Vegeta était un méchant au début. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est hyper imbu de lui-même et qui va ensuite travailler sur sa confiance en soi et sur son ego. Il sait qu'il a une fierté, une énorme fierté. D'ailleurs, dans le visuel que je vous montre, dans les Dragon Ball Super, c'est un peu un spoil. Il développe une transformation qui est le super ego. C'est sa fierté qui est énorme. Et en fait, au lieu de devenir un super instinct comme Goku, en fait, sa transformation est super ego. Et en gros, c'est en travaillant avec un maître qui est le dieu de la destruction, Beerus, il arrive à trouver sa transformation et à être confronté à devenir meilleur. Donc en fait, en gros, c'est un peu l'archétype du méchant qui veut essayer de se prouver à lui-même qu'il peut être encore mieux que les autres. Même si pour certains, Vegeta n'est pas forcément méchant, il est gentil. Bon, il est assez ambivalent comme personnage, et je le trouve très intéressant parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui se construit par lui-même et qui va aussi prendre grappiller à droite et à gauche des choses, mais qui va travailler non pas sa confiance en soi, mais sa fierté pour être ce qu'il est. Un autre personnage que j'aime beaucoup aussi, toujours dans les méchants, c'est Freezer. Freezer qui est vraiment le méchant, le méchant absolu, qui a un ego surdimensionné, qui est aussi vraiment...
Enfin, même dans Dragon Ball, c'est le gars qui va juste faire du mal pour faire du mal, quoi. Et là, lui, il a confiance en lui, il a confiance en son pouvoir, et a confiance en son être. Et dès qu'il a un peu mal au point, qu'il est un peu, qui se fait tatane par Goku, ou par Vegeta ou par le reste, et ben en fait, il va se remettre en question, mais il va se réentraîner pour pouvoir les affronter. Et il y a encore ce truc-là où il dit, bon, ok, j'ai confiance en mon pouvoir, je deviens Freezer, j'ai plusieurs transformations, et à la fin je deviens Golden Freezer, c'est mon ultime transformation pour tous vous tataner la gueule, quoi. Et en fait je trouvais ça intéressant dans ces méchants qui ont une énorme confiance en eux pour dire, en fait, dans tous les cas, c'est moi qui vais vous tuer, quoi. Il y a un truc qui est assez ambivalent, et en même temps qui est aussi une démarche de, ouais, je crois en moi, et pourquoi pas aussi les autres croyez aussi en mon pouvoir parce que je peux aussi vous tuer, quoi. C'est un truc assez ambivalent. Et on avait aussi parlé tous ensemble je vais essayer de le retrouver, des Chimera Ants dans Hunter. Dans les Chimera Ants, le roi Hunter, le roi des fourmis, qui lui est un pur méchant aussi, qui veut juste détruire le monde, mais qui au contact des humains, se bonifie. Et donc en fait sa confiance en lui s'ébranle, et en fait il voit que le côté humain en fait peut lui donner une faille, mais qu'il a peur d'exploiter. Et c'est ça aussi qui est si intéressant sur est-ce qu'on doit exploiter toutes les failles qu'on a en nous. Et du coup, c'est aussi dans la conscience des méchants. Je trouvais ça très intéressant dans son parcours. Ok, moi par rapport à effectivement la question de Prigou et notamment de Vegeta, moi Vegeta à un moment donné ça a été carrément un modèle. C'est-à-dire que quand j'ai suivi DB, ce qu'on pourrait appeler son excès d'orgueil, pour moi d'abord c'est apparu comme un mec qui a confiance en lui et qui était là, surtout de la façon dont il était présenté. C'est ce petit gars sur le côté qui voit les autres se battre, donc c'est sûr quand on est sur la Terre là, pour la première rencontre, et qui incarne, enfin tout pour moi, l'assurance. En fait moi c'est ça que j'ai perçu la première fois que j'ai vu Vegeta. C'est ce gars qui, en dépit de tout ce qu'on peut lui dire, le gars est balèze et c'est tout. Et il a identifié son potentiel en tant que tel. Et moi, ça m'a parlé, même si ça apparaît comme un méchant au premier abord, parce que il y avait ce côté identification de mon potentiel dans ce qu'il était. Ce qui n'était pas mon cas pour moi en tant que personne. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps c'était même encore, je pourrais dire que c'est assez récent, à identifier mon potentiel. Alors, qu'est-ce qui chez moi est quelque chose de particulier, qui est magnifique, qui est un joyau, enfin appelez ça comme vous voulez, et qui m'est spécifique en plus. Et quand je me suis projeté... Que j'aime tout simplement, non qui me plaît. Ouais, qui me plaît. Même je pourrais pas dire que ça me plaisait parce que ça me faisait peur. C'est pour ça que ça a pris aussi du temps, parce qu'il y avait putain, il y a un truc qui est ouf, qui est là. En même temps, ça me faisait peur parce que comme l'a souvent dit Anaïs au début, t'as un potentiel, on t'explique pas comment ça fonctionne ou même comment tu peux l'exploiter, et ça dort, en fait. Et le jour où moi j'ai commencé un petit peu à explorer ça, j'étais un peu embêté parce que j'avais pas d'abord pour l'identification, ça a été vraiment le plus difficile, c'est identifier. Toi, ton truc c'est ça. Et après, être en harmonie avec ça et dire, ça va se développer. Ah, mais tu sais, Wallo, t'es toujours balèze. Tout ce qu'on a pu me dire tout au long des années que j'ai toujours repoussé. Là, tout d'un coup, avec un perso comme Vegeta, j'ai juste sur cet aspect-là un perso qui arrive, qui sait tout de suite où il en est. En fait, c'est ce côté-là. Il sait où il en est, il sait ce qu'il vaut, et il y va, quoi. Et puis, il te démontre dans un premier temps, avant d'être ébranlé, que le mec, il est balèze, et toi, en face, t'as pas le niveau. Et j'aimais beaucoup ce côté où c'est vrai qu'on peut vite se perdre dans le péché d'orgueil, mais je trouvais très attirant ces personnages qui assument d'une certaine manière ce côté-là. Dire ouais, je suis orgueilleux, et en limite, en étant sans vouloir être trop grossier, notamment pour notre auditoire, mais en limite, et je m'en fiche, et qu'est-ce que ça dit, ou pour dire ouais, et je t'emmerde. Je suis balèze et je le sais simplement, à un moment donné, et Anaïs l'a très bien dit, c'est que leur défaut, c'est de ne pas voir chez l'autre l'évolution qu'il a et au final, eux rester à leur niveau et être dépassés. Et ça, pour la petite anecdote,
ça a été très dur pour moi quand, sans vouloir spoiler les gens, mais bon, 2B est quand même assez connu, quand Vegeta se fait tuer comme une merde par Freezer, moi j'en ai chialé. Parce que tout d'un coup, j'avais toute cette projection où on pourrait même amener de l'amour sur cette figure. Après, si on veut aller dans des appréciations psychologiques, peut-être une identification paternelle, etc., mais qu'importe. Mais tout d'un coup, c'est cette figure-là, super forte, le mec plein d'assurance, qui termine, mais comme un moins que rien. Et c'était terrible. La première fois que j'ai vu ça, j'en ai pleuré. C'est-à-dire que la mort de Vegeta, moi, j'en ai chialé parce que je dis, mais non, merde, c'est pas vrai. Voilà où ça peut mener. Donc, du coup, aussi apprendre à être modeste. Non, mais c'est vrai, t'as totalement raison. Et du coup, alors, j'aimerais bien faire un lien pour Anaïs qui nous a fait une analyse que j'aimerais qu'elle partage. Alors, je sais pas si ce sera possible, Salé, ou si ça va. vas-y. C'est justement quand il en parlait, là, Flavien, sur le personnage c'est Méléolone, je crois, le roi des Chiméraontes Oui. dans Hunter x Hunter. C'est vraiment une évolution, je trouve, super intéressante et qui est une vraie source d'inspiration et de sagesse. Et j'aimerais, après, c'est une question de timing, tu fais au mieux, Anaïs, que tu reviennes sur justement sur cette analyse que tu as eue sur la transformation justement de ce personnage-là dans Hunter x Hunter. Oui. Il y a eu tellement de choses intéressantes qui viennent d'être dites. J'ai essayé de prendre des petites notes, mais... Je crois qu'on va faire une deuxième émission sur la confiance. Bah ouais, il y a tellement de choses à dire. Hein. Là, ça va être serré en termes de timing, pour te dire. Ok. Un sujet qui est tellement vaste. C'est vrai que ce qui est intéressant dans l'évolution de tous ces personnages-là, mine de rien, c'est le méchant qui ne croit pas en doute, il n'évolue pas et finit par tomber. Ou le méchant qui pense toujours qu'il n'a aucune faille. C'est-à-dire que même quand il prend conscience qu'il faut être plus fort, à un moment donné, quand le combat arrive, au moment où il se laisse casser parce qu'il prend conscience que peut-être il va perdre, là, il est déjà détruit. C'est-à-dire que il a c'est tout d'un coup, il dit « Ah bah non, j'étais persuadé que moi, j'étais plus fort, mais du coup, il n'a plus de ressources derrière. » Et c'est là où il tombe. C'est dès que le psyché tombe, il tombe. L'autre, le gentil en général, il a un but beaucoup plus élevé, il a une conscience du monde et une conscience de ce qu'il veut faire, la raison pour laquelle il se bat va au-delà de la preuve de soi, de prendre le pouvoir pour soi-même. En général, c'est des causes humanistes énormes, où c'est des je vais sauver le monde, je vais sauver l'humanité, je vais sauver ma famille, je vais sauver l'objectif du combat, ou de son évolution, ou du besoin d'évoluer, il va bien au-delà de lui, et c'est pour ça qu'au final, il est plus fort. C'est-à-dire que le but du méchant en général, c'est moi, c'est prendre le pouvoir sur l'autre, c'est je veux être le plus fort, je veux réussir, etc. Pour le personnage adverse, le héros en général, la cause va bien au-delà du jeu et c'est pour ça qu'il gagne. C'est-à-dire qu'au moment, il n'y a pas d'option de perdre. Si lui il perd, c'est pas juste lui qui meurt, c'est l'humanité entière qui meurt. Et c'est ça qui lui donne de la force finalement. C'est psychologiquement, même quand il prend une baffe ou un énorme coup, c'est il faut que je réussisse pour l'autre. Alors, c'est ça qui est assez intéressant dans l'évolution du personnage et c'est souvent pour ça que le méchant tombe, c'est parce que tout d'un coup quand il prend conscience que il est pas assez fort, il est désaxé, il est tout seul et il tombe. Alors je mets juste je te coupe, je mets juste un ch'ti bémol. Je spoil pas l'attaque des Titans, mais sur l'attaque des Titans, c'est moins manichéen que ça. L'attaque des Titans, excuse-moi, je te coupe à mon tour. Ouais, vas-y. Mais en fait, moi j'aimerais qu'on fasse une émission sur les perspectives, non pas les perspectives, les perceptions. Parce que c'est l'attaque des Titans qui m'a Alors attends, je vais peut-être répondre à ça si je finis ma pensée. C'est juste une question de temps. Hein. Je vais peut-être aller jusqu'à là, parce que moi, je sais pas ce que c'est l'attaque des Titans, mais il est possible que ma réponse vienne s'attacher à ça. Ce qui est intéressant dans les méchants complexes, c'est qu'en général, on commence à les aimer au moment où ils doutent. Au moment où ils prennent conscience que peut-être il y a autre chose au-dessus d'eux, c'est là où on les identifie comme à caractère humain, c'est là où on s'identifie à eux, c'est là où on s'identifie à leurs doutes, c'est là où on se dit peut-être que moi aussi j'ai été aussi orgueilleux à un moment donné, mais il y a toujours une chance de se rattraper, il y a toujours une chance de se transformer, de se transmuter. Et quand le méchant prend conscience qu'il doute
et qu'il a une capacité d'évoluer pour quelque chose qui va au-delà de soi, en général, c'est là où on commence à l'apprécier et c'est là où lui se transforme complètement. C'est là qu'est intéressant le personnage de Vegeta dans son évolution en entier, c'est que tout d'un coup, quand il doute, il est complètement vulnérable et c'est cette vulnérabilité qui nous touche vachement. C'est dans cette vulnérabilité qu'on se retrouve. C'est là où on est un peu déprimé en général, que nous on a un petit coup de boost. C'est un peu le parallèle qu'on a dans nos sociétés à nous. Et quand on retombe comme ça, en fait, c'est par essence et c'est par excellence le moment où on a la capacité de se transformer, de transformer nos croyances à l'intérieur. C'est par le doute, c'est par le questionnement de soi qu'on remet en question nos croyances et qu'on change notre monde, et qu'on change notre rapport au monde, et qu'on change nos objectifs d'excellence, et c'est comme ça qu'on évolue. Et dans le personnage, alors moi je l'appelle Meruem, il me semble que c'est son nom, une fois qu'il est plus humain, le roi des fourmis. Ouais. Alors ce qui est hyper intéressant chez lui, c'est que lui, pour le coup, c'est l'hyper archétype du méchant pendant hyper longtemps, parce qu'il est complètement déshumanisé, et à partir du moment où il va perdre, à partir du moment où il va se retrouver face à cette vulnérabilité-là, où il est à ça de la mort, et où il tombe amoureux, parce que c'est ça quand même, hein. C'est l'amour qui le fait changer, c'est l'amour qui le fait transformer. Et ben là, c'est le côté humain qui reprend le dessus, parce que l'amour est plus fort que tout. C'est là où il va comprendre, parce qu'il va aimer autre chose que lui-même, c'est là où il va se dépasser lui-même et qu'il va avoir un objectif, il va avoir une perspective de vie qui va aller au-delà de son objectif propre, qu'il devient plus humain, tout humain sur la planète. On commence à s'attacher à lui parce qu'il a compris ça. Il a compris que le moi n'est pas l'objectif, que le moi et le tu, c'est la même chose, qu'on peut aimer au-delà de soi. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que sa perspective de croyance change. C'est-à-dire que lui n'est plus le centre de tout, c'est l'autre qui devient le centre de tout. Il me semble que Meruem, ça voulait dire, je me souviens que j'avais lu ça quelque part, c'est la lumière qui illumine le tout. C'est très très beau ça, c'est là où son prénom prend toute son essence, c'est quand il touche à cet amour profond, à l'amour qui va au-delà de lui. Et c'est le moment où on commence à l'aimer comme personnage, c'est le moment où on commence à s'identifier à lui et à ses échecs, c'est le moment où lui, il évolue profondément et il devient plus que lui-même, quoi. Et ça, c'est extraordinaire comme transformation. C'est parce qu'il commence à aimer et à s'aimer lui-même dans son humanité, que nous-mêmes, on commence à le reconnaître comme tel, qu'on se reconnaît en lui et qu'on accepte sa transformation. Non seulement on accepte sa transformation, mais on pardonne pour tout ce qu'il a fait en plus, tu vois. C'est parce qu'il devient humain, c'est parce qu'il est capable d'amour, c'est parce que lui se repentit par son amour qu'on commence à l'aimer et à l'accepter comme tel. Et ça, c'est extraordinaire. C'est le changement de ces croyances-là, cette transformation intérieure qui le fait se transformer par nos yeux en même temps. Et ça, je trouve ça magnifique comme transformation. Vegeta, c'est la même chose. Quand lui, il évolue en un personnage qui accepte d'être vulnérable, qui accepte de se transformer, qui apprend de ses erreurs, il devient humain plus qu'humain. Et là, c'est pareil, on se reconnaît en lui, on commence à apprécier le personnage parce qu'on apprécie, on s'identifie à lui et on apprécie sa transformation. Et c'est génial parce que là, il y a plein de notions qui arrivent ici. C'est la notion du pardon de soi, des autres, la notion d'évolution, la notion que tout est possible. C'est pas parce qu'on a eu un échec à un moment donné qu'on peut pas profondément s'encadrer de réussite et qu'on peut pas se devenir quelque chose d'autre, qu'on peut pas devenir une meilleure version de soi. L'échec ne nous définit pas, c'est la transformation qui nous définit, quel qui était notre passé de méchant. Et c'est là où le méchant devient hyper intéressant et que son évolution devient hyper intéressante. C'est parce qu'on peut s'identifier à ça et comprendre notre évolution personnelle de cette perspective-là. Et ça, c'est magnifique. Si ça vous parle. Bien, oui, ça parle très bien. Ça, on en est où? Oui, bah, j'ai eu un petit happening perso qui m'a un peu décroché. Mais ouais, du coup, on est un peu en rush dans les timings. Je voudrais qu'on fasse un peu peut-être un résumé, une synthèse de qu'est-ce qui nous permet d'avoir plus confiance en nous aidant des mangas et des animés, justement. Alors, on a parlé de l'identification, le fait qu'on se retrouve dans certains personnages. On a parlé d'accepter, de conscientiser notre ressenti face à des challenges. Parce que du coup, à ce moment-là, on peut se dire, je suis pas encore prêt, donc j'y vais pas. On peut se dire, je suis pas encore prêt, mais je vais m'entraîner pour y arriver et je reviens.
où on peut se dire: «Bon, je me sens pas encore tout à fait prêt, mais j'essaye quand même et j'essaye quand même et j'essaierai jusqu'à ce que j'y arriverai». Donc en fait, c'est finalement le point clé, c'est de prendre conscience de là où on est en fait, de comment on se sent dans la situation et de prendre une décision plutôt que de se victimiser en disant c'est pauvre de moi, point barre. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que tu viens de prononcer quelques mots ensemble là, qui ont une signification énorme qui est prendre conscience d'eux. C'est-à-dire que dans l'échec, c'est-à-dire que analyser une situation et prendre ça comme une opportunité d'évolution, c'est pas forcément quelque chose d'inné. Ça veut dire que on parlait par exemple dans la question que tu as eue tout à l'heure, Flavien, on posait la question de la pression de la réussite et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à évoluer. C'est cette conscience de ça, c'est-à-dire que si on a un échec dont on n'apprend rien et qu'on se contente de foncer à nouveau contre le mur, si on ne prend pas conscience de pourquoi est-ce que j'ai eu un échec et qu'est-ce qui m'a fait évoluer, on n'évolue pas. Dans tous les cas, que ce soit une transformation par un sage, une transformation parce qu'on bosse à fond et réussisse, ou plusieurs échecs avant de réussir, dans tous les cas, il y a un besoin de prise de conscience de nous-mêmes face à ce qui a besoin d'être fait, de comment est-ce que j'évolue, de qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour évoluer, quelles sont les blessures qu'il faut que je soigne, quelle habitude il faut que je mette en place pour évoluer. Cette prise de conscience-là, elle est essentielle à notre évolution et c'est toujours ce qui est mis en scène dans les mangas. C'est-à-dire qu'en effet, il y a toujours une pression de la réussite. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le degré de cette pression-là. Est-ce que c'est pour sauver l'humanité? Est-ce que c'est parce que je veux être heureux? Est-ce que, dans tous les cas, on a une réussite? Il y a cet idéal de réussite qui est là, qui est bien défini. Cette pression, elle existe. Alors, c'est ou ce qui nous fait tomber quand on manque d'optimisme ou de confiance en soi, ou ce qui nous fait aller de l'avant. Dans tous les cas, la seule façon d'évoluer, c'est de prendre conscience de pourquoi est-ce que j'ai un échec, de prendre conscience de qu'est-ce qui me manque, sur quoi est-ce que j'ai besoin de travailler pour évoluer. Et ça, c'est toujours mis en scène dans les mangas. Il y a toujours un moment donné où on prend conscience de ce qui manque et qui nous laisse évoluer. Alors, ou parce qu'on prend conscience nous-mêmes et qu'on se met à travailler, qu'on se fait aider, etc. Ou encore une fois, parce que parfois, on est aveugle à ça, on est bloqué, et il y a l'image du sage, le personnage du sage, ou celui qui joue le rôle du sage, qui arrive et qui nous éclaire la voie, et qui nous aide à prendre conscience de ce qu'il faut faire. Et ça montre aussi que... Dans tous les cas, c'est l'étape. Oui, pardon, vas-y. Non, je dis, ça montre aussi que l'échec n'est pas... c'est une étape, c'est pas une fin en soi. C'est une étape, mais qui est hyper importante, et qui a besoin d'être pour prendre conscience d'eux. Et c'est que comme ça qu'on évolue. C'est parce qu'il y a échec qu'on arrive à prendre, ou parce qu'il y a un échec ou un challenge, qu'on arrive à prendre conscience d'eux, qu'on arrive à évoluer. Soit qu'on le fasse tout seul, entouré, ou qu'on se fasse aider par une figure de sage. Donc, dans la vie de tous les jours, ça peut être un thérapeute, ça peut être un grand-parent, ça peut être quelle que soit la personne qui nous guide, entouré de nos amis. Dans le manga, il y a toujours, c'est intéressant parce que ça, c'est toujours mis en scène. Il y a le challenge, la prise de conscience, l'évolution. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on trouve du positif dans une situation difficile et qu'on arrive à évoluer vers notre potentielle réussite. Bon. Pour aller encore dans ce que tu dis, et donner un exemple, je vous ai parlé de Kawato tout à l'heure dans Rookies. Moi, il a vraiment eu cet effet-là parce que il a vraiment eu l'effet de mentor. Alors, c'est un personnage fictif, il n'est pas là, c'est pas un mentor, c'est pas un thérapeute, c'est pas de mon entourage, mais c'est la figure qui va faire tellement écho que ça redevient pour moi, voilà. Quand je suis dans la période où moi je suis je suis un rêveur depuis que je suis gosse, et j'ai été moqué pour ça, et donc à mener au doute sur la véracité de même ce en quoi je croyais. Donc je me dis, ouais, mais peut-être que c'est vrai, les autres ont peut-être raison, donner plus d'importance à ce qui est donné à l'extérieur que ce qui vient de moi. Et tout d'un coup, je lis un manga dont je ne savais vraiment pas de quoi ça allait parler, où je retrouve à ce moment-là un mec qui dit, écoute, ouais, fais battre ton cœur avec un rêve et ton avenir sera radieux. Ça correspond par rapport à d'autres lectures à ce qu'on dit tout simplement, reste focalisé sur ce que tu crois être juste ou bon pour toi, et mets-y toute l'énergie. C'est une manière pour moi de le dire différemment. Mais ce qui a joué, en fait, grâce au manga, comme c'est une lecture, et que c'est je ne vais pas dire que c'est un mantra, mais que cette phrase-là est répétée tellement de fois, elle a joué dans une sorte de je sais pas comment on pourrait dire, c'est une graine que tu mets, qui des fois tu la dégages, puis tu la remets, et en fait c'est cette répétition de cette phrase-là
qui a beaucoup joué chez moi et qui a fait que plus tard, quand je rencontre des gens, j'insiste souvent, bon, pour ceux qui me connaissent, dès qu'une personne me parle de ton truc, ouais, mais chérie, bon, ok, en gros, mais c'est quoi ton rêve? Ouais, mais tu sais, moi, c'est un truc, vas-y, on y va. C'est quoi, qu'est-ce que tu kiffes vraiment? Bah moi, quand j'étais petit, en fait, ben voilà, c'est de là qu'il faut partir. Alors des fois, les gens sont pleins d'émotions, ça pleure, oui, mais tu comprends? Je dis non. Si c'est ça que tu aimes et qui te définit, eh ben garde ça, c'est tout. Il y a pas 10 000 autres choses. Le reste viendra avec. Et ça, moi, je me suis vraiment imprégné beaucoup du personnage de Kawato pour, voilà, c'est comme ça que là, le manga, moi, du coup, m'a aidé à intégrer cette notion de, hey, dans les moments où je doute, et Anaïs l'a dit, je suis en proie au doute comme tout le monde, mais il y a des moments où, bam, 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 il y a Kawato, entre guillemets, qui revient me voir, fait, hey, Wallo, fais battre ton cœur avec un rêve, et ton avenir sera radieux. Et c'est là où je dis, ouais, le manga, cet auteur, Masanori Morita, moi, il m'a beaucoup touché, puis j'en parle avec beaucoup de potes, ça reste un manga pour moi majeur dans ma bibliothèque, parce que j'ai ce truc-là comme rattaché. Ou des fois, tiens, j'ai envie de relire Rookies. Et parfois, je crois que je veux relire Rookies juste parce que ça me fait plaisir. Bah non. En fait, je relis Rookies pour aller rechercher des enseignements qui sont parfois juste dans des petites cases comme ça, qu'on l'air de rien, et qui me remettent dedans. Ah ouais, mais en fait, mais bien sûr, c'était ça. C'est ce qui me permet, entre guillemets, quand je dévie parfois de ma route, quand je relis certains mangas, c'est pas le cas de tous, mais celui-là en particulier, quand je sens que je dévie de ma route, j'ai un appel qui est inconscient, appelez ça comme vous voulez, ou tiens, je vais relire Rookies. Ou même parfois, ça m'arrive aussi pour Hunter x Hunter, parce que bon, c'est du même acabit pour moi sur certaines autres notions. Voilà, c'était juste. Ce qui est intéressant, en fait, là, ce que tu fais, c'est le lien avec la sagesse qu'on trouve dans tous ces mangas-là et dans tous ces animés. C'est que, et on en avait parlé une fois ensemble, tous ensemble, c'est vraiment, pourquoi est-ce que ça nous touche autant? C'est parce qu'il y a plein de choses qui nous interpellent dans ces mangas, dans ces animés. Il y a parfois, et ça nous est tous arrivé, alors moi, ce qui m'arrive beaucoup quand je regarde un animé, par exemple, c'est d'un coup, je reviens en arrière, j'ai les sous-titres en général parce que je les regarde en version originale. Il y a une phrase qui m'interpelle vachement, je m'épose et je fais un screenshot et je me dis waouh, là ça m'interpelle. Et je suis sûre que ça nous est tous arrivé, que ce soit dans un format écrit ou dans quelque chose qui est dit, c'est plein de sagesse, ça sonne comme de la poésie. Et pourquoi? Parce que c'est plein de sagesse. On est sur des figures de héros qui évoluent, donc on est sur un parcours initiatique qui nous aide à évoluer. Et c'est la raison pour laquelle ça nous touche autant, c'est parce que on s'identifie à l'évolution du personnage. Et il y a plein de ces moments philosophiques-là de sagesse qui nous touchent parce que ça parle à quelque chose en nous. Et ça veut dire quelque chose, ça vaut la peine, à chaque fois qu'on se sent interpellé par quelque chose, de s'arrêter un moment et de conscientiser ça en disant tiens, si ça me touche, ça veut dire que ça parle à quelque chose de façon inconsciente ou consciente en moi, ça me touche, donc ça veut me dire quelque chose. Donc moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est dès que ça arrive, de prendre un moment, de peut-être s'arrêter 5 minutes au cours de l'animé ou de prendre note et faire ça un peu plus tard, mais de prendre un moment donné, le temps de venir contempler cette chose qui nous a parlé, qui nous a donné des frissons, qui nous a donné une vague d'émotions, parce que ça a envie de nous parler, ça veut parler au travers de nous, ça veut parler à notre inconscient, ça veut nous faire grandir. Et le manga, il est plein de cette philosophie-là, il est plein de cette philosophie qui nous aide à grandir et à évoluer. Donc quand vous croisez quelque chose comme ça, je vous encourage vivement à prendre 5 à 10 minutes. 10 minutes, c'est vraiment le temps qu'il faut pour que le premier processus d'intégration se fasse dans les 2-3 premières minutes, et ensuite, au bout de 7-8 minutes en général, il y a une pensée plus profonde qui arrive, il y a une compréhension plus profonde de cette phrase, de cet enseignement qui nous percute, et là, on peut pleurer, on peut se dire « Waouh, j'ai compris quelque chose d'extraordinaire ». Parfois, ça arrive un peu plus rapidement que ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette sagesse-là dont Walou parle, elle est omniprésente dans les mangas, et s'il y a quelque chose, et souvent quelque chose qui nous touche dans l'évolution du personnage, ça nous touche toujours pour une raison. Donc je vous encourage vivement à vous arrêter sur ce qui vous touche et à y penser un moment. Pourquoi ça me touche? Pourquoi je me reconnais à ça? Est-ce que ça a un lien avec ma vie, avec mon parcours personnel, avec qu'est-ce que ça m'évoque et pourquoi est-ce que je suis touchée? Et là, souvent, on met le doigt sur des réponses qui sont priceless, qui sont sans prix, qui sont sans valeur, enfin qui ont une valeur inestimable plutôt. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est extraordinaire le manga parce que c'est riche de tous ces enseignements-là. Parfois, ça semble même être un peu trop poétique. On se dit, on parlerait jamais comme ça dans la vie au quotidien. Et évidemment, on parlerait pas comme ça. C'est le petit Yoda de ce manga en particulier qui nous parle, qui parle différemment que le reste.
Et c'est pour ça que ça a de la valeur, c'est pour ça que c'est important, c'est parce que c'est très profond. Et si ça nous touche, ça vaut vraiment la peine de s'arrêter 2 minutes et d'y penser plus en profondeur, plus en détail. D'ailleurs, je propose que pour la prochaine émission sur la confiance en soi, parce qu'on va en faire une autre, Bah, c'est sûr, c'est sûr. on se note chacun des petites citations, tout ça, de ce qu'on aura Ouais. regardé Là, ou lu. j'en ai mis, Et, j'en ai voilà. mis une pour. J'en ai mis une sur ce que je vous ai partagé à Wallo et à Sae. Ouais, C'est ouais. de Blue Period. C'est naturel de s'investir dans ce qui nous passionne, non. Et Yuliki nous dit on ne parlerait pas comme ça, mais je note la phrase qui me touche justement. Et parfois, je les reformule. Et bah ouais, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aussi pour donner plein de conseils. Voilà. Et du coup, comme on arrive à la fin de cette émission, on va continuer sur la lancée de l'émission 0. Et Anaïs, je te propose de nous faire un petit exercice de ton choix. Pour la confiance en soi. Sur la confiance en soi. Parce que quand même. Alors on va faire un petit exercice ensemble et toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui vont pouvoir se mettre en condition et peut-être faire ce petit exercice avec nous, bien que ce soit, même si c'est du replay, quel que soit le moment, l'instant où vous regardez vous écoutez cette émission, vous pouvez faire cet exercice avec nous. Alors c'est un exercice qu'on va faire les yeux fermés et de préférence assis dans une position confortable. Donc si vous êtes au volant d'une voiture en train de faire quelque chose, c'est peut-être pas le bon moment, peut-être que vous pouvez presser pause, mettre pause et puis écouter ça plus tard. Mais c'est un super exercice pour venir intégrer les qualités et les qualités morales ou physiques ou psychologiques d'un personnage qui nous a touchés. Alors si vous êtes dans une situation où vous connaissez pas trop les mangas, mais vous êtes là par hasard et que vous voulez quand même faire l'exercice, je vous propose de prendre pour exemple non pas un personnage qui vous a touché, mais une personne de votre vie du quotidien que vous admirez pour une raison particulière. Donc on va rester pour les mangas dans le monde des mangas pour l'instant, mais si vous faites pas partie si ce monde-là vous est plutôt inconnu, vous pouvez prendre l'exemple de quelqu'un que vous admirez. Alors nous, ici, tous ensemble, les fous de manga, vous avez sûrement plein d'idées de personnages qui vous touchent et qui vous inspirent parce qu'ils ont une qualité d'être assez particulière. Ça peut être la persévérance, ça peut être une certaine forme de sagesse, une certaine forme d'ancrage, une certaine forme de force. Alors je vais vous demander, chacun d'entre vous, donc les personnes qui sont là, qui nous écoutent, mais aussi Walou, Saïf, Flavien, je vais vous demander de faire l'exercice avec moi maintenant et de choisir, tous les trois, vous pouvez vous mettre dans une situation confortable, fermer vos yeux et choisir un personnage qui vous a particulièrement touché. Choisir un personnage qui vous parle parce qu'il vous a inspiré à un moment donné. Je vais vous demander, de le visualiser comme ça, dans votre tête, dans votre espace à vous, l'espace de votre inconscient, derrière vos paupières fermées. Pour l'instant, on va juste voir ce personnage-là. Voilà. Et alors qu'on fait cet exercice-là, je vais vous demander de venir vous positionner de façon encore plus confortable dans votre assise. Donc si vous voulez modifier un peu votre position, peut-être relâcher un peu plus vos épaules, accepter de lâcher complètement le poids de votre corps dans votre assise, sur votre dossier, peut-être que vous êtes assis avec des coussins derrière votre dos, Laissez complètement reposer votre corps à cette assise, relâcher, l'autoriser à être lourd pour une fois. Commencez à respirer profondément, prendre de grandes inspires par le nez, laissez cet air descendre jusqu'en bas du ventre. Et expirez, l'air qui ressort par le même chemin. Et on remarque qu'à chaque fois qu'on expire, on peut autoriser le corps à se laisser devenir plus lourd encore. À chaque nouvelle expire, vous pouvez venir relâcher un peu plus les épaules, le poids des épaules vers le bas, le poids du dos vers l'arrière, le poids du bassin vers le bas, les pieds dans le sol. Vous pouvez laisser la mâchoire inférieure retomber un peu plus, se détacher de la mâchoire supérieure, tomber un peu plus vers le bas, comme pour créer un peu plus de place à l'intérieur de la bouche.
Sur la langue qui se relâche à l'intérieur de la bouche, les muscles du visage qui se relâchent, l'espace entre les sourcils, l'arrière des yeux, les joues, les narines droite et gauche. Et dans cet état-là, on arrive à être un peu plus en contact avec ce personnage qu'on a choisi là. Je vais vous demander de le laisser briller dans votre esprit. Si on admire ce personnage-là, c'est parce qu'il a des qualités extraordinaires, des qualités réelles, de belles qualités qui nous inspirent. Que parfois on se dit que si on en avait un peu nous-mêmes, si on avait un peu de cette lumière-là, de cette qualité-là, bah on serait un peu plus fort. Ce serait super. Ça, je vais vous demander, alors, ou dans votre tête, de nommer cette qualité particulière que vous admirez tant en cette personne, en ce personnage. Ça peut être sa persévérance, sa force, sa sagesse, son pouvoir de quelque chose. Et cette qualité-là, je vais vous demander de la voir comme une jolie lumière à l'intérieur de leur poitrine. Comme une belle lumière précieuse, c'est comme un don, un pouvoir magique qu'ils ont à l'intérieur d'eux. On va venir la visualiser, visualiser ce pouvoir à l'intérieur de leur poitrine, comme une très jolie lumière. Et peut-être que cette lumière, elle a une couleur particulière. Je vais vous demander d'observer ça. Et d'observer, remarquer comme naturellement, cette lumière, plus on l'observe et plus elle devient brillante. Et cette lumière, cette qualité-là, fait partie d'eux. C'est aussi une qualité universelle, c'est une qualité qu'on pourrait potentiellement retrouver chez d'autres personnes, chez d'autres héros. Pour l'instant, on l'observe juste en eux. Et on observe comme elle prend de plus en plus de place, jusqu'à rayonner complètement dans notre esprit, dans toute la pièce qui les entoure. Devient hyper vive cette lumière. Et doucement, je vais vous demander de venir sortir la lumière de cette poitrine, de leur poitrine à eux. Elle va sortir cette lumière. Ils vont la tenir dans leurs mains, juste en face de vous, juste entre eux et vous-même. Vous allez observer cette belle lumière qui est déposée là. Et je vais vous demander de regarder, d'observer autre chose. C'est que par essence, et ça c'est la physique et la physique quantique qui nous l'apprend, par essence, la lumière, elle est multipliable à l'infini. C'est pas vraiment comme s'ils la prenaient de leur poitrine, c'est plutôt comme s'ils la dédoublaient. Donc la lumière, elle existe toujours à l'intérieur d'eux, et en même temps, elle est dans leurs mains, là, cette belle lumière brillante. Cette lumière, elle peut devenir double, et puis triple, et puis quadruple. Elle est multipliable à l'infini, donc elle peut se transmettre, elle peut se projeter, elle peut se donner comme ça. Et je veux que vous preniez conscience ici que ce geste-là, cette main tendue avec cette belle lumière tendue vers l'avant, vers vous, ben c'est exactement ça, c'est un don. C'est votre personnage préféré ou votre personnage que vous admirez qui ici accepte de partager, de multiplier cette lumière et de la partager avec vous. Je veux que vous vous concentriez sur cette lumière là dans cette main, cette belle lumière qui peut-être a une couleur. Je vais vous demander d'intensifier le degré de cette luminosité pour qu'elle soit parfaitement lumineuse, parfaitement belle. C'est peut-être déjà le cas. Si vous voulez, si vous éprouvez le désir de l'intensifier, de l'embellir encore plus, pour qu'elle soit exactement parfaite, faites-le. Une très belle lumière, très grande, parfaite, parfaite telle qu'elle est. Super. Je vais vous demander de prendre conscience que cette lumière, si elle vous est offerte ici et maintenant, parce que vous la méritez, on la mérite tous. Cette qualité-là, on peut tous l'atteindre, on peut tous l'intégrer. Ça fait partie de notre patrimoine génétique que de pouvoir savoir la recevoir.
Et ce que je vais vous demander de faire, d'accepter ici et maintenant ce cadeau qui vous est offert, de venir l'intégrer à l'intérieur de vous. Et pour ça, je vais vous demander de venir l'inspirer, l'aspirer. Ça peut être par votre bouche, par votre nez. Je vais venir vous demander d'inspirer cette lumière, d'aspirer cette lumière et de venir la placer à l'intérieur de votre poitrine à vous, jusqu'à la dernière goutte. Cette belle lumière bien brillante, très belle, parfaite. De venir l'inspirer, l'aspirer, jusqu'à ce qu'elle soit placée à l'intérieur de votre poitrine, de vous-même à vous. Il n'y en aura plus dans la main, ça va être tout à l'intérieur de vous. Et vous allez la placer à l'intérieur, bien au chaud dans votre poitrine. Et la voir, la visualiser, la ressentir à l'intérieur de vous. Ce que ça fait que d'avoir cette belle lumière à l'intérieur, cette force nouvelle, inspirée, partagée par votre personnage, ou préféré, ou admiré. De sentir cette belle lumière qui resplendit à l'intérieur de votre poitrine. Qu'est-ce que ça fait de l'avoir à l'intérieur de vous? Comment vous vous sentez quand vous avez ça à l'intérieur de vous? Cette nouvelle force-là, cette qualité qu'on a potentiellement nommée tout à l'heure. Peut-être que vous pouvez la nommer encore et prendre conscience. Cette lumière, désormais, elle est à l'intérieur de vous, de votre poitrine. Elle rayonne depuis l'intérieur. Peut-être que vous pouvez remarquer qu'avec cette lumière à l'intérieur, vous vous sentez un peu différent, peut-être un peu plus plein. Peut-être que naturellement, votre position a envie de changer un petit peu, de se redresser, de devenir plus grande. Parfois, ça fait des petites choses comme ça. Parfois, c'est juste chaleureux. Parfois, ça pétille à l'intérieur. Parfois, ça nous fait simplement nous sentir bien, en sécurité, calme, peut-être puissant. Puis je vais vous demander à nouveau d'observer en face de vous et d'observer votre personnage là, avec sa belle lumière à l'intérieur de lui. Et vous, en face de lui, en miroir, avec votre belle lumière à l'intérieur. Ce personnage qui vous sourit, est-ce que vous partagez quelque chose de spécial désormais? Une certaine sagesse, une certaine expérience, une certaine force. Peut-être même qui vous fait un petit clin d'œil, une connivence particulière. Je vais vous demander maintenant de venir inspirer, d'expirer, de venir prendre quelques respirations pour vivre, savoir ce que ça fait de vivre avec cette lumière à l'intérieur. Donc respirer, voir ce que ça fait que de respirer avec cette belle lumière à l'intérieur. Et alors que vous respirez, vous allez reprendre conscience de l'espace qui vous entoure et prendre conscience que c'est toujours vous dans cette même pièce, mais avec une force supérieure, une force complémentaire à l'intérieur de vous. Que peut-être que vous occupez l'espace de la pièce un peu différemment. Peut-être que vous rayonnez dans cet espace un peu différemment que tout à l'heure. Ou carrément différemment. Ou beaucoup différemment. Prendre conscience de cette lumière et comme elle rayonne dans votre espace, votre lumière à vous. Votre lumière amplifiée par cette force que vous avez intégrée à l'intérieur. Et voir ce que ça fait que d'exister dans cet espace avec cette lumière à l'intérieur. Avec cette force nouvelle qui désormais vous appartient. Elle est à l'intérieur, elle ne va plus bouger. Elle est au chaud, bien logée. Dès que vous en aurez envie dans le futur, il vous suffira de fermer les yeux, de voir à nouveau cette lumière, de la ressentir, pour vous rappeler de votre force dans les jours à venir. Puis plus vous ferez ça, plus vous aurez conscience de cette présence à l'intérieur, plus vous existerez fort de cette lumière à l'intérieur, sans avoir besoin de rien faire. Puis dès que vous êtes prêt à commencer cette nouvelle vie avec cette nouvelle force à l'extérieur, cette nouvelle vie, avec cette nouvelle force à l'intérieur de vous, vous pouvez peut-être faire un petit signe de la main à votre personnage en face, lui dire à bientôt, merci pour tout, et ouvrir vos yeux dans votre réalité à vous, fort de cette nouvelle lumière à l'intérieur. Tout simplement. Et vous êtes prêts?
Vous ouvrez les yeux dans votre nouveau vous. OK. Vous donnez peut-être l'opportunité de prendre quelques respirations, quelques inspirations. Je sais que ça va être le moment de se quitter jusqu'à la prochaine fois. Peut-être qu'avant de se quitter et pour nous quitter, pour se quitter là tous les 4 et tout le monde qui se connecte, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, est-ce que vous pouvez prendre le temps déjà pour vous-même, tous ceux qui font l'exercice, juste de prendre conscience de comment vous vous sentez désormais, mettre quelques mots là-dessus, juste prendre conscience de comment vous vous sentez. Et peut-être parce qu'on est là tous les 4 ensemble à l'écran, peut-être que Sae, Walou, peut-être Flavien, je sais que Flavien il a un peu de technique, donc je ne sais pas s'il a eu l'occasion de faire cet exercice ou s'il le fera plus tard. Et peut-être que déjà ceux qui ont fait cet exercice en live, là, ils peuvent partager ce qu'ils ont senti, ce qu'ils ont vu, uniquement si vous le souhaitez, bien sûr. Allez-y, Wallo. Il y a des gens, Wallo, il y a des gens qui C'est partagent. chouette. Je sais pas, je pense que Yuliki l'a fait. Mais en tout cas, vous, Sae et Wallo, effectivement, moi j'étais plus sur la technique. En effet, peut-être qu'en live, on aura peut-être des retours aussi des personnes qui nous suivent en live. Ouais. Ce serait Ah, Springouille, merci. C'est vraiment super, ce dernier moment d'apaisement et de réflexion interne était super, ça m'a fait beaucoup de bien. Et Yuliki répond, oui, je l'ai fait, effectivement. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Tu peux écrire aussi comme Springouille dessus. Et pendant ce temps, voilà, ça est. Moi, j'ai vu une différence, même si je l'ai fait à moitié. Et j'ai effectivement vu une différence sur Wallo et Sae sur la caméra. Du coup, c'est assez intéressant à voir, quoi. Ah ouais. Ouais, mais écoute, moi là, je me sens sereine. Bon, en général, c'est l'état dans lequel je me sens après une méditation, après toute autre pratique du Seine, enfin tout ce que j'ai pu apprendre. J'ai l'impression de mieux voir aussi, tu sais que ma vue s'est améliorée. Ça, c'est pareil, c'est souvent ce que je ressens. Et en fait, pendant le process, en fait, moi, je raconte toute ma vie, hein. J'ai reconnecté avec l'idéalisme d'Emma de The Promised Neverland, dont j'avais parlé au tout début, là, qui pour moi incarne aussi la confiance. Mais finalement, je pense que ce qui résonne chez elle avec moi, c'est son idéalisme, son espèce de foi dans ce qui est bon, pas seulement dans l'humain, en fait, qu'il peut y avoir du bon partout, chez tout le monde. Et en fait, c'était un truc que j'avais un peu perdu. Et du coup, enfin, je sais pas, j'ai eu cette envie j'ai scanné plusieurs personnages avant de choisir. Et j'ai choisi elle. Et puis au début, donc, je pense, j'associe à l'idéalisme. Puis après, je commence à avoir de la lumière. Donc, comme tu disais, je commence à mettre mon attention là-dessus. Et au début, c'était plutôt jaune blanc, quoi. Après, il y a commencé à y avoir du rose, du vert. Et puis, au fur et à mesure, je me disais, c'est pas que l'idéalisme, en fait, c'est une certaine de foi, de justesse, de foi et de confiance dans ce que je suis et ce que je fais. Et en fait, voilà, j'ai reconnecté à ça. Et puis, vers la fin, quand une fois que je l'ai intégré, j'ai eu l'impression d'avoir dans les bras comme comme des sortes de fils d'or, comme si ça réparait des trucs cassés. Tu vois, comme le kintsugi, je sais pas si c'est un mot qui vous parle, mais c'est un truc qu'on utilise aussi dans le développement personnel, ou au Japon, quand on casse une céramique, par exemple, on met de l'or pour le recoller et puis le sublimer. Et en fait, j'ai eu cette image-là, mais vraiment au niveau des bras. Et j'étais, trop bien, trop agréable. Et voilà. Et donc, merci beaucoup, c'est magnifique comme image. C'est une technique que j'utilise beaucoup, c'est une image que j'utilise beaucoup, cette réparation à la feuille d'or, là. J'utilise beaucoup chez des personnes qui ont pu vivre un traumatisme et qui ont besoin d'être réparées. Et parfois, on a peur de cette réparation parce qu'on a peur que ça puisse pas être optimal. Et tu as raison, en fait, c'est être sublimé
par la réparation de la blessure. C'est une très très belle image de soins et de guérison. Merci beaucoup, c'est un super feedback. Pour reprendre, Yuliki a fait l'exercice. C'est vrai que ça m'a fait du bien et j'ai retrouvé mon sourire. Et j'ai des crampes. Et du coup, je lui ai posé la question pourquoi des crampes au visage à force de sourire. Ah, ça fait plaisir. Bien, ça. Et toi, Wallo, qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, bon, il faut que alors, je vais donner une petite info à ceux qui nous regardent. J'ai quasiment le même parcours qu'Anaïs en termes de formation. Donc, je suis rodé à ce type d'exercice. Ce qui n'empêche pas, quand je les refais, eh ben, ça me fait le même effet. Pendant la visite, enfin, pendant ce qu'est le guidage, c'est comme ça que je l'appelle ça, ce qui est important pour moi, surtout pour l'intégration, parce que je suis assez kinesthésique, j'ai vraiment eu besoin pour l'intégration de le vivre physiquement. C'est-à-dire que je sais que j'ai ramené mes mains sur ma poitrine, parce que sinon j'avais l'impression que ça allait repartir et je voulais pas. Donc c'est nécessaire pour moi de ramener cette forme d'énergie au niveau de la poitrine et de la laisser prendre le temps de se diffuser. Et vraiment lui laisser, lui laisser le temps de faire son chemin et de s'installer. Ça, c'était vraiment très important pour moi. Et ce que j'ai identifié, donc c'était chez le personnage de Kawato dont je vous ai parlé, c'est ça, ce que j'appellerais moi sa joyeuse persévérance. Voilà. C'est ça que j'ai réintégré et que j'ai repris chez lui. Et donc ça me faisait sourire parce que c'est vraiment un perso, c'est un perso qui est génial tout simplement. Merci beaucoup. C'est super d'entendre vos évolutions. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice, c'est qu'il y a une intégration présente, c'est-à-dire qu'il y a le bien-être aujourd'hui, comment ça nous touche, comment ça nous apaise. Ce qui est aussi intéressant, alors je ne te demande pas d'y réfléchir tous les jours, mais peut-être dans quelques jours, dans 3, 4, 5 jours, peut-être prendre conscience de comment est-ce que peut-être qu'on a vécu notre vie un petit peu différemment. Parce que c'est très inconscient comme processus et vous allez voir que ça vient s'amplifier au jour le jour, ça vient intégrer certaines choses sur le long terme et ça va venir peut-être modifier un petit peu nos perspectives, nos façons de gérer une situation, nos émotions, comment est-ce qu'on se présente avec le monde. Ça, peut-être que dans quelques jours, dans une semaine, vous pourrez regarder un peu en arrière et comprendre ce que vous avez fait différemment, comment est-ce que ça vous a touché, comment vous avez grandi, évolué, par simplement ce tout petit exercice-là. Voilà. Quelque chose de très simple, c'est un petit début, c'est un petit aperçu du travail que je fais en tout cas, et j'étais très heureuse et fière de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Anaïs. Merci de ta présence, merci à tous. Merci à nos téléspectateurs. Merci à Springouille. Qui te dit Wallo, j'adore ton rire. Merci. N'hésitez pas si vous voulez continuer à discuter sur la confiance en soi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, la case départ, dont je mets le lien ici. Vous pouvez aussi discuter avec Anaïs et Wallo et moi-même pour continuer la conversation, parce qu'on pourrait continuer pendant des heures et des heures. Donc on peut continuer sur le Discord. Voilà. Ouais, et il y a aussi sur les réseaux, on a aussi la page Instagram. On n'a pas posté de ouf, mais on va le faire un peu plus. Et puis on va faire un peu plus de actes de présence. En tout cas, pour ma part, je vais un peu plus participer, peut-être reparler de confiance en soi. Voilà, on va y revenir. Et puis posez-nous vos questions, embêtez-nous. Hein. Vous oui, posez-nous vos questions, donnez-nous des feedbacks, comme ça, on pourra compléter. Un truc, alors, je ne sais pas si on l'avait déjà dit dans la première émission, mais ça m'est revenu après. Parce que c'est un truc que je voulais clarifier, on va le redire souvent, mais Flavien, ça et moi, on s'est mis d'accord sur une chose, on est en mode partage. C'est-à-dire que pour nous, moi, c'est la définition que j'ai du partage, c'est voilà, on a nos expériences, on a, pour certains, par rapport à d'autres, une certaine avance, mais voilà, on partage. Vous prenez pas, c'est pas la fin du monde.
Et C'est ok. on n'est pas des gourous quoi, au caisse quoi. On est en mode moi je suis quelqu'un qui déconne beaucoup, vous avez même pas idée. Euh, on se prend pas au sérieux, mais on partage sérieusement ce qu'on a vraiment au fond de notre cœur quoi. Voilà. Je pense qu'en général, en fait, c'est au quotidien, ça, que ce soit avec vos thérapeutes, vos amis, les plateformes, tout ce que vous voulez. Ne prenez que ce qu'il y a de positif pour vous et que ce qui vous parle, que ce qui vous interpelle. Le reste, vous pouvez laisser passer ça comme de l'eau sur un imperméable. C'est ce qui vous parle pas, ce qui vous dérange, laissez filer. N'intégrez que ce qui vous interpelle et que ce qui vous fait du bien, que ce qui vous parle. Je pense que c'est une belle constance et merci de le rappeler, Wallo, je pense que c'est important. Puis aussi, puisque vous parlez de ça, si vous avez des questions pour moi, je poste pas énormément sur les réseaux sociaux, mais je suis quand même présente là-dessus, donc j'ai une adresse email que vous pouvez passer sans problème si vous voulez. Mais vous pouvez aussi tout simplement m'envoyer un DM sur Instagram. Mon Instagram c'est Anaïs-angle, mais angle. Mais vous pouvez me trouver sur Case Départ. Je serais heureuse de répondre aussi à toutes questions, avec plaisir même. Le but est de fédérer une petite communauté aussi sur le Discord, comme ça vous avez tous les liens de chacun des intervenants qui sont là. Vous pouvez leur discuter avec eux en DM ou etc. Et puis après de suivre les activités de chacun aussi et de partager ensemble les choses qui vous font du bien ou même qui vous font du mal. C'est aussi intéressant. C'est aussi intéressant. Ça y est, je te laisse le mot de la fin. Et bien, sur ce, à bientôt sur Discord ou sur les réseaux. Et puis, on va préparer aussi la prochaine émission qui, normalement, sera le 14 novembre, mais on vous le reconfirmera sur les réseaux. Ouais. Et on va parler de la mort et du deuil. Vaste sujet encore, je pense qu'on va en faire une deuxième. C'est ça. Mais et voilà, donc ça ce sera pour novembre. Et du coup on reste sur un rythme mensuel parce que ça passe vite. Et on espère que ça vous plaît et que vous allez aussi nous aider à nous améliorer en nous donnant vos feedbacks et vos questions, etc. Voilà. Merci à tous. Merci Anaïs, merci Saïd, merci Wallo. Merci à tous, merci. Merci Anaïs, merci Saïd, merci Flavien. Mon technicien. Merci à vous, au revoir.